Salut à tous, c'est Otakult et on se retrouve pour un 10e épisode d'Otalecture, donc la série qui parle de mes lectures du moment tout simplement. Et au programme encore une fois on a vraiment du lourd avec la nouveauté Murcielago de chez Ototo que j'attendais vraiment impatiemment. On a ensuite le tome 4 de The Promised Neverland, la série qu'on ne présente déjà plus, donc c'est dire son ascension fulgurante encore une fois, on se répète mais la série elle est déjà phare. Et enfin une grosse dose de Kingdom avec les tomes 3 à 6, donc je les avais reçus il y a un petit moment déjà avec l'abonnement, puisque Meian m'envoie les tomes. Mais j'ai préféré attendre que les tomes soient tous dispo en librairie, comme ça c'est plus simple, je touche plus de monde, ça me laisse plus de temps pour faire la vidéo aussi. On profitera aussi de cette vidéo pour revenir sur le rythme de publication de Kingdom, et voilà, sans plus attendre, je vous donne rendez-vous après l'intro. Bon, tout d'abord je vous expose le plan comme d'habitude. On commencera dans un premier temps par Murcielago, puisqu'il s'agit de la nouveauté de cette vidéo. Tu connais les bails. Ensuite on s'attaquera au 4e volume de The Promised Neverland. Et enfin pour conclure, on s'intéressera au tome 3 à 6 de Kingdom. Vous savez la tuerie, la petite tuerie du moment. Puis maintenant que je vous ai partagé le timecode, je vous propose de commencer tout simplement. Murcielago est donc un seinen manga écrit et dessiné par Yoshi Murakana qui a débuté en 2013 dans le magazine Yungangan. Il est toujours en cours de publication où 12 tomes sont déjà parus aux éditions Square Enix pour le Japon, contre 2 en France aux éditions Ototo, le 3e étant attendu pour le 15 février prochain. Et puisque c'est une nouveauté, j'imagine que tu veux certainement que je te raconte de quoi ça parle. Allez, raconte. Kuroko n'est pas une bonne personne, c'est une psychopathe lesbienne, une obsédée sans éthique ni principe. Elle se voit offrir la possibilité d'être graciée, à condition de devenir une tueuse au service de l'État. Autant dire qu'elle accepte avec le sourire. Elle se retrouve en binôme avec la dynamique Hinako, qui s'avère être une conductrice hors pair et tout-terrain, toujours prête à rougir face au comportement un peu loufoque de sa collègue. Kuroko exécute de bonne grâce ceux qui menacent l'ordre, par contre, rien ne l'oblige à faire ça sans dégâts. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé? Eh bien, j'ai bien kiffé pour ma part. Murcielago est clairement un petit vent de fraîcheur dans le sillage de mes lectures manga du moment. On suit donc les péripéties d'une véritable cinglée mais comme pas possible, nommée Kuroko, qui apporte un petit côté très décalé à l'univers du manga, que ce soit par sa personnalité très loufoque ou tout simplement le fait qu'il s'agisse d'une condamnée à mort, qui devient au final le soldat d'élite du gouvernement, j'ai envie de dire. C'est justement ce point qui m'a bien fait accrocher, puisque si on se projette sur la suite de l'histoire, cela nous offre des tas de possibilités de bon développement pour le personnage de Kuroko, car déjà elle cache assurément un lourd passé au vu des nombreux meurtres qu'elle a commis. Pour ce qu'il n'ait une étiquette de condamné à mort, c'est que vraiment elle y allait. Le gouvernement lui offre certes une sorte de rédemption en lui proposant un peu de sursis avec un nouveau job, et pas des moindres. Elle se tape littéralement le sale boulot, les missions dont personne ne veut se charger, tout ça dans le but de la mettre toujours plus dans de sales draps. En quelque sorte, on peut dire que ses talents de tueuse sont reconnus par l'État, puisqu'ils préfèrent les mettre à leur service plutôt que de l'exécuter afin de ne plus en entendre parler, quoi. Ce qui serait quand même un sacré gâchis quand on se dit que sa force pourrait être un véritable atout pour les forces de l'ordre, donc voilà, ça serait con de l'éliminer. Le gouvernement justifie d'ailleurs ce choix en prétextant la hausse de la criminalité qui ne cesse d'augmenter dans le pays, et pour l'éradiquer, il décide donc de combattre le mal par le mal en se servant de la pire des condamnés à mort. Donc voilà, je trouve que ça fait un petit côté décalé aussi dans le propos, et c'est vraiment cool à suivre. J'imagine que l'évolution de Kuroko va, comme je l'ai dit, être très intéressante à suivre, puisque ces dangereuses missions vont sans aucun doute l'endurcir, nous permettre de comprendre qui elle est vraiment, comment et pourquoi elle s'est mise à tuer, puisqu'on peut se douter qu'au final elle a un bon fond, enfin en tout cas on peut l'imaginer quoi. Mais ce qui rend cette héroïne encore plus décalée, c'est qu'il s'agit d'une lesbienne qui passe son temps à ploter des belles demoiselles. Jeune demoiselle recherche un mec mortel. Alors autant cela vient renforcer sa personnalité un peu déjantée, mais les scènes de Heishi ne m'ont pas plus dérangé que ça, mais si je devais vous pointer du doigt un point noir, ce serait quand même bien celui-ci. Sur ces deux premiers tomes, j'ai trouvé le Heishi assez bien dosé, même si c'était limite parfois, donc j'espère que ce point s'atténuera par la suite, car ça peut vite devenir gênant au final. En tout cas pour le moment ça reste très fun à lire, les missions attribuées à Kuroko sont divertissantes, ça reste un manga très plaisant à lire et qui je pense a un gros potentiel à développer par la suite. Les deux premiers tomes ont su m'immerger pleinement dans cet univers de dingue, clairement, mais un univers complètement déjanté où la normalité n'a pas sa place, bien au contraire. Tout cela est parfaitement sublimé par le style de Yoshi Murakana, qui est très propre, c'est précis, c'est vif, c'est dynamique et parfois même assez détaillé. Et il envoie le paquet aussi pour les doubles pages, vraiment là, va falloir vous accrocher. Ce qui rend la lecture de ce manga toujours plus agréable, et ça c'est toujours plus cool. Donc pour faire simple,
Si vous cherchez un manga doté d'un univers complètement fou, où l'on suit les aventures d'une psychopathe de façon intense, rythmée, et sans qu'on ait le temps de s'ennuyer, je vous recommande chaudement Murcielago. Sans plus attendre, on passe à ma revue du tome 4 de l'incontournable The Promised Neverland. Je vais bien évidemment spoiler, donc si tu ne l'as pas encore lu, je te conseille d'aller le lire avant, bien sûr. Bref, on a encore eu droit à un volume tout simplement excellent, où l'on sent toute la montée en puissance du récit. En effet, si le tome 3 mettait officiellement fin au faux semblant entre Isabella et les enfants, là, on est passé au stade supérieur, mais clairement. Plus personne ne se cache, chaque camp se regarde droit dans les yeux et avance ses pions, plus ou moins discrètement, afin de prendre le dessus sur l'autre. Le précédent volume se concluait sur une victoire de maman ayant mis Emma hors d'état de nuire de façon brutale. Elle lui a carrément brisé la jambe, mais elle avait surtout annoncé le départ de Norman aux enfants, voilà, avec un petit contexte de douleur, de tristesse, vraiment c'était... Clairement elle avait bouleversé l'atmosphère. En fait c'était comme pour leur envoyer un message fort, du genre c'est moi qui mène la danse, j'ai votre destin dans le creux de mes mains, donc attendez sagement votre mort, vous ne pouvez rien y faire. Et j'ai bien envie de dire que dans ce tome 4, les rôles se sont désormais inversés. Bien sûr, cela a pris du temps, on parle quand même de prendre le dessus sur Isabella, ce qui reste pour moi l'un des meilleurs antagonistes de tous les mangas que j'ai lus. Forcément, sans plan minutieux, c'était impensable pour les enfants. Mais là encore, on ne parle pas de n'importe quels enfants, on parle des enfants de Gracefield House, ce qui se fait de mieux au niveau du bétail. Bon, bien entendu, la réalité est bien plus cruelle que ça. Les enfants ont été contraints de faire face, mais surtout d'accepter leurs limites. Ils ne peuvent et ne pourront pas sauver tout le monde, en témoigne le départ de Norman contre lequel ils n'ont rien pu faire, malgré tous leurs efforts. Ce dernier ne se sera pas non plus contenté de se laisser livrer en pâture aux démons, non, loin de là, il aura permis de collecter une multitude d'informations à ses amis concernant la plantation de Gracefield House, ses alentours, l'organisation des démons, ou pour faire court, il leur a tout simplement donné une belle force de frappe en leur partageant des infos sur le monde extérieur. On aurait pu penser que le départ de Norman allait laisser un grand vide au manga en lui-même, mais il n'en est rien. Au contraire, malgré ce qui le laisse transparaître à Isabella et aux autres enfants, le sacrifice de leur ami les a bel et bien galvanisés. Emma et Ray décident même de passer à l'action très rapidement, ce qui n'est pas pour me déplaire puisque tout s'enchaîne avec une intensité incroyable, toujours plus conséquente, un rythme vraiment soutenu, on n'a pas le temps de souffler et encore pire, l'air devient irrespirable. À l'image de ce chapitre 32, monumental, où l'on découvre un Ray plus déterminé que jamais à sauver ses amis quitte à s'immoler par le feu pour faire diversion, mais le mec c'est un taré. J'irais même jusqu'à dire que c'est avec un tome comme cela que je réalise vraiment la grandeur de The Promised Neverland. Il s'agit d'un manga qui a bel et bien sa place dans le grand magazine qu'est le Jump. Ses protagonistes sont bien partis pour entrer au panthéon des plus grandes légendes du magazine, car bien qu'ils soient parfois naïfs lorsqu'il est question de sauver leurs amis, ils sont vite ramenés à la cruelle réalité face à laquelle ils sont parfois impuissants mais malgré tout, il réalise tout de même des prouesses extraordinaires. Le manga s'est à la fois éloigné des standards du Jump, tout en s'en imprégnant de son aura légendaire, et ça c'est très fort. En tout cas, j'ai vraiment hâte de vous parler du tome 5 qui est d'ailleurs déjà disponible en librairie. Il est encore plus phénoménal que celui-ci, comme toujours TPN, c'est validé, c'est de la frappe, si t'as pas encore lu TPN, qu'est-ce que t'attends? Et enfin, pour conclure cette vidéo, passons à une bonne dose de Kingdom. Bon, tout d'abord, je vous rappelle le rythme de parution des éditions Meian. Kingdom c'est déjà 52 tomes au Japon, donc pour rattraper tout ça on est parti sur 2 tomes par mois, ou 4 tomes tous les 2 mois pour les abonnés avec quelques goodies supplémentaires. Pour un peu plus de 13 € par mois, c'est vraiment une belle affaire que je vous recommande autant si vous êtes déjà fan du manga ou si vous voulez découvrir un petit bijou tout simplement dans les meilleures conditions possibles. J'en profite également pour vous repartager ma vidéo 10 raisons de lire Kingdom. Si je peux kingdomiser toujours plus de monde, ce sera avec plaisir. Maintenant, si vous n'avez pas lu le manga au-delà du tome 6, vous risquez d'être spoilé, donc vous êtes prévenus, voilà. Lors de mon précédent Ota Break, je vous avais dit que tous les points positifs que j'avais cités n'étaient pas forcément illustrés dans les 2 premiers tomes, et qu'il allait falloir vous montrer un peu plus patient. Et bien figurez-vous que là, on commence vraiment à rentrer dans le vif du sujet. Premièrement avec la première bataille de Shin. J'en gardais déjà un très bon souvenir à l'époque, mais j'ai encore pris plus de plaisir à relire tout ça avec le format papier, franchement il n'y a rien de mieux. Des enjeux politiques, un conflit royal opposant une fraternité, le roi Sei réalisant ses premières prouesses, à l'instar de Shin dont le nom commence déjà à faire parler, non sérieusement j'ai pris mon pied. Sans oublier les habitants des montagnes réputés pour leur côté sauvage et inaccessible, les voir prendre part au combat aux côtés de Kin nous montre le début de l'ascension de Sei, car bien que le héros de cette histoire soit Shin, Kingdom est une épopée autant pour lui que pour Sei. L'un traverse d'innombrables épreuves directement sur le champ de bataille grâce auxquelles il ressort toujours plus fort afin de se rapprocher de son rêve de devenir le plus grand général de la Chine, tandis que l'autre surmonte les épreuves à travers la politique, les stratégies mais aussi directement sur le front,
Car oui, vous le savez, Sei n'est pas un roi comme les autres. Il n'hésite pas à se battre sur les premières lignes du front, aux côtés de son peuple, pour mener à bien l'unification de la Chine. On a vraiment un duo phénoménal que j'ai personnellement envie de suivre. À chaque bataille, j'ai l'impression d'être derrière eux, c'est quand même dingue. C'est quand même dingue la façon dont Kingdom arrive à me faire ressentir des choses. Tout cela est facilité par l'extrême intensité qui ne baisse que rarement de niveau, franchement. Les personnages qui sont tous plus intéressants les uns que les autres, que ce soit Shin, Sei, en passant par Kyuukai qui se révèle être déjà un personnage à fort potentiel. L'agente féminine déjà bien représentée à travers Yotonwa qui a un rôle d'une extrême importance. Ou encore Karyoten qui, bien qu'encore en retrait pour le moment, finira par monter en puissance à son tour au fil de l'histoire. Je tiens encore à remercier les éditions Meian d'avoir réussi à licencier un tel bijou, un tel manga. J'ai hâte de vous parler des tomes 7 à 10 que j'ai déjà reçus, car là on est en plein dans un nouvel arc. Un arc qu'on a déjà bien entamé d'ailleurs depuis la fin du tome 5, à savoir la première véritable guerre de Shin, celle opposant l'état de Qin à l'état de Wei. Une grande bataille que j'avais énormément appréciée à l'époque, donc croyez-moi si vous découvrez tout ça actuellement, vous allez kiffer votre putain de race parce que Kingdom va monter en puissance à l'instar de ses personnages. Là on est peut-être au bas de l'échelle. Certes, là, le bas de l'échelle, il est déjà énorme, c'est vraiment kiffant, mais plus on va monter les échelons, plus ça va devenir énorme. Et croyez-moi, j'exagère même pas en disant ça. Que ce soit niveau action, bataille, guerre, epicness, intensité, personnage, stratégie, tout ce que vous voulez, même le côté politique, il va vraiment être développé et ça va être vraiment intéressant de suivre tout ça. Bon, je sais que je vous hype un peu trop peut-être, mais c'est vraiment ce que je pense. Kingdom, c'est un de mes mangas préférés, je m'en cache pas. C'est énormissime. Sur ce, la vidéo est terminée. N'hésitez pas à me donner votre avis sur celle-ci, ainsi que sur les mangas concernés, à savoir Murcielago, The Promised Neverland et Kingdom. Le prochain épisode d'Auto-Lecture sera du 100% Kaze, avec le tome 5 de TPN, le tome 2 de We Never Learn, et mon avis sur le manga Poichi Kulo. Ou Poichi et Kulo, je sais pas comment ça se dit. En attendant, pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas manquer les prochains épisodes ou tout simplement si mon contenu vous plaît. Vous pouvez aussi me retrouver sur mes réseaux sociaux, à savoir Twitter ou encore le Discord de la chaîne. Les liens sont disponibles en description, comme d'habitude. Enfin bref, portez-vous bien et sur ce, moi je vous dis, on se reverra.邪魔するやつは指先一つで